Il existe en ce moment même, quelque part en haute mer, un navire transportant suffisamment d'énergie pour alimenter une ville pendant des mois. Sa cargaison, invisible à l'œil nu, est maintenue à -162°C, une température plus basse que partout sur Terre, plus basse encore que la surface de Mars par une chaude journée. Et pourtant, des milliers de fois par an, ces navires acheminent cette cargaison en toute sécurité sur des milliers de kilomètres d'océan. C'est l'histoire des méthaniers, les navires les plus extrêmes jamais construits pour un usage commercial régulier. Pour comprendre l'existence de ces navires, il faut appréhender un problème fondamental. Le gaz naturel est l'un des combustibles fossiles les plus propres et les plus abondants de la planète, mais il reste un gaz. À pression atmosphérique, le méthane occupe un volume environ 600 fois supérieur à celui de sa forme liquide. Impossible de le transvaser dans un méthanier. Et lorsque le Qatar souhaite vendre du gaz au Japon, un gazoduc est tout simplement impossible. L'océan fait obstacle. La seule solution consiste à refroidir le gaz de façon si drastique qu'il se condense en liquide, puis à transporter ce liquide par-dessus bord. Le premier transport expérimental de GNL a traversé l'Atlantique en 1959 à bord d'un cargo reconverti, ayant servi pendant la guerre. Ce voyage a prouvé la viabilité du concept. Cependant, les défis techniques liés au maintien des températures cryogéniques malgré les tempêtes, les vibrations et la houle constante ont nécessité des décennies de recherche pour être pleinement relevés. Le problème central est simple à énoncer, mais extrêmement complexe à résoudre. La température de l'océan autour du navire est d'environ 20°C. La cargaison doit rester inférieure à -162°C. La chaleur tente de pénétrer de toutes parts et, si elle atteint un niveau suffisant, le GNL entre en ébullition, la pression augmente et un grave problème survient. Chaque décision de conception concernant un méthanier est une lutte contre les transferts de chaleur. Les cuves à cargaison sont au cœur de la solution. La conception la plus courante aujourd'hui est la cuve à membrane, une fine membrane métallique ondulée fixée à la coque interne du navire par plusieurs couches d'isolants rigides. Les ondulations sont dues à la contraction du métal aux températures cryogéniques. Sans cette flexibilité, la membrane se fissurerait sous l'effet des contraintes thermiques. L'autre élément emblématique de la conception est la cuve sphérique Moss, ces énormes sphères blanches qui confèrent à certains méthaniers leur apparence si particulière. Chaque sphère est suffisamment grande pour contenir un immeuble de 10 étages et repose sur une structure tubulaire qui lui permet de se dilater et de se contracter librement en fonction des variations de température. Malgré cette isolation, une certaine quantité de chaleur pénètre toujours. Une partie du GNL s'évapore inévitablement. Ce phénomène est appelé gaz d'évaporation et, plutôt que d'être rejeté, les premiers navires le brûlaient directement dans des turbines à vapeur pour assurer leur propulsion. C'était une solution ingénieuse. Le transport de la cargaison était financé par ses propres coûts. Les navires modernes vont plus loin, utilisant des moteurs bicarburants à haut rendement capables de fonctionner au gaz naturel ou au diesel marin conventionnel, associés à des systèmes de reliquéfaction qui compriment le gaz d'évaporation et le réinjectent dans la cuve sous forme liquide. La flexibilité opérationnelle ainsi obtenue aurait semblé impossible aux ingénieurs qui ont conçu les premiers méthaniers. Ces navires ont atteint des dimensions extraordinaires. La plus grande classe, les Q-Max du Qatar, transportent 266 000 m3 de GNL. Une seule cargaison peut couvrir les besoins en gaz naturel d'un pays européen de taille moyenne pendant plusieurs jours. Ces navires sont si imposants que le Qatar a dû construire des infrastructures portuaires entièrement nouvelles pour les accueillir. Et les pays importateurs ont dû construire ou agrandir des terminaux de regazéification capables de les recevoir. Ce terme « regazéification » désigne l'autre moitié de la chaîne d'approvisionnement. Le GNL arrive congelé. Avant de pouvoir être acheminé par gazoduc vers les foyers et les centrales électriques, il doit être réchauffé pour redevenir gazeux. Cette opération a lieu dans les terminaux côtiers où l'énorme différence de température entre le GNL et l'eau de mer provoque le changement d'état. L'énergie frigorifique libérée lors de ce processus est si importante que certains terminaux la récupèrent pour la réfrigération industrielle ou le refroidissement des centres de données. La valeur stratégique du transport de GNL est devenue incontournable en temps de crise.
Lorsque la catastrophe de Fukushima, au Japon, a entraîné l'arrêt brutal de l'ensemble de son parc nucléaire en 2011, la survie du pays face à ce choc énergétique dépendait de l'augmentation rapide des livraisons de GNL par la flotte mondiale. Lorsque la Russie a réduit ses livraisons de gaz par gazoduc vers l'Europe en 2022, les pays disposant d'infrastructures d'importation de GNL se sont approvisionnés en cargaisons de remplacement auprès des États-Unis, du Qatar et de l'Australie en quelques mois. Les pays dépourvus de ces infrastructures se sont empressés d'amarrer des méthaniers convertis dans leurs ports afin de les transformer en terminaux flottants d'urgence. La flexibilité du GNL, transporté par voie maritime, s'est avérée un véritable atout géopolitique. Le GNL brûle plus proprement que le pétrole ou le charbon. Il émet moins de dioxyde de carbone, pratiquement pas de soufre et beaucoup moins de particules. Ces caractéristiques en font un carburant marin attractif à part entière et des centaines de navires non alimentés au GNL fonctionnent désormais au GNL. Cependant, le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Le gaz, et s'il s'échappe sans combustion durant la chaîne d'approvisionnement, un phénomène appelé fuite de méthane, réduit considérablement les avantages climatiques. L'industrie sait que son avenir en tant que carburant de transition dépend de sa capacité à démontrer que les taux de fuite tout au long de la chaîne sont suffisamment faibles pour avoir un impact significatif. Le bilan en matière de sécurité est incontestable. Malgré la nature extrême de la cargaison, les méthaniers affichent l'un des taux d'incident les plus bas de toutes les catégories de navires. Paradoxalement, les fuites de GNL sont moins catastrophiques que les marées noires dans de nombreux cas. Le GNL s'évapore rapidement au lieu de se répandre dans l'eau et les conditions nécessaires à une explosion dangereuse à l'air libre sont étroites et difficiles à atteindre accidentellement. Les techniques cryogéniques développées pour le GNL sont désormais appliquées à une nouvelle frontière. L'hydrogène liquide doit être stocké à moins 253 degrés Celsius. Et les technologies d'isolation et de réservoir conçues pour les méthaniers servent de base aux transporteurs d'hydrogène actuellement en développement au Japon et en Norvège. Au cœur de tout cela se trouve un navire sur l'océan. Se déplaçant silencieusement, son équipage surveillant les pressions et les températures, ses réservoirs stockant de l'énergie dans des conditions qu'aucun environnement naturel sur Terre ne peut reproduire. Le tout grâce à l'ingéniosité humaine. Un parmi des centaines d'autres qui accomplissent cette prouesse aujourd'hui, demain et pour l'avenir prévisible. Chaque voyage nous rappelle qu'avec une ingénierie suffisamment performante, même les substances les plus extrêmes peuvent être transportées à travers les environnements les plus hostiles de la planète de manière régulière et sûre. C'est toujours aussi remarquable. Si ce genre d'exploration approfondie des technologies qui font tourner le monde vous intéresse, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez avec nous. Car il y a toujours une autre machine, un autre système, une autre infrastructure qui maintient le monde moderne en équilibre et nous allons la découvrir.